Mesdames et messieurs, bonsoir. Quel plaisir de vous recevoir dans les interviews, une semaine de plus où nous vous retrouvons avec énormément de plaisir et un plaisir, un bonheur même multiplié ce soir par la qualité de la personnalité que j'accueille. C'est un immense artiste, l'un de nos derniers grands artistes vivants avec d'autres comme Lutumba, comme Bozi, comme Kofi et bon, ils sont beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est un plaisir particulier. C'est quelqu'un qui est un Congolais et qui est un peu aussi d'origine des pays voisins, mais qui a une forte, très forte présence dans notre histoire musicale. C'est un immense artiste connu internationalement. C'est véritablement la définition de l'artiste panafricain par excellence. Toutes les capitales que vous visitez, dans toutes les fêtes où vous allez, vous entendrez un morceau qui lui en rend hommage et qui fait référence à son immense carrière. C'est un artiste qui a connu les plus grands. Il a commencé avec Taboulay et Dr Nico. Il a enchaîné avec des collaborations avec Franco. On l'a connu dans plein de collaborations avec nos grands interprètes, auteurs, compositeurs. C'est avec un immense plaisir que je le reçois aujourd'hui. Donc, je répète beaucoup le mot plaisir. Je vais changer de chemise et je le rejoins. Samangwana, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir particulier pour moi de vous recevoir aujourd'hui parce que je cherche toujours le point commun que je peux avoir avec mes invités. Et pour ce qui est de vous, il est assez simple. Nous avons quelques origines en commun. Bon. Oui, parce que la République démocratique du Congo, le Congo et l'Angola ont des peuples très imbriqués, surtout dans cette région. Il y a beaucoup d'allées, venues, de contacts, de gens qui naissent d'un côté de la frontière, d'autres qui en naissent de l'autre côté. Donc il y a beaucoup de mélanges et donc nous sommes issus de ces mélanges, c'est ça? Alors, Samangwana, vous êtes né où, quand et dans quel cadre? Quel était le cadre de votre naissance? Oui, je suis né à Kinshasa et à l'internat de Kassamboulou. Après, c'était l'industriel commercial. L'Institut industriel commercial à Sainte-Marie. Voilà. Et c'est en 1963 que j'avais rencontré Richelieu dans des circonstances un peu particulières parce que je suis allé vers lui, pas comme artiste, mais comme femme de l'African Jazz et l'African Fiesta. Mon souci c'était de présenter quelques œuvres que j'avais. Et il a apprécié ma voix, il m'a choisi pour être son protégé, c'était en 1963. Vous allez très vite, parce que avant d'en arriver à African Jazz, African Fiesta et tout ce parcours, on va peut-être s'arrêter à votre enfance. Quel était le cadre de cette enfance et quel enfant étiez-vous? Vous étiez un enfant turbulent, sage, studieux? Quel enfant vous étiez quand, dans ces premières années quinoises? Les gens doivent le savoir que à cette époque-là, on avait une éducation presque monacale, stricte. Militaire, parce que après l'âge de 10 ans, un garçon devait savoir faire tout, c'est-à-dire aimer le travail, et on nous inculquait que le monde était difficile. C'est pas comme actuellement où il faut offrir un portable à son fils, céder à des petites caprices. Nous, ça n'existait pas. Et cette éducation presque militaire, c'était à l'école, bien sûr, mais est-ce que chez vous... À l'école aussi. Est-ce que chez vous... Ouais, c'était les deux. À la maison, c'est le travail manuel. On était obligé d'aider papa ou maman. C'est comme ça qu'on a été éduqué, mais c'était trop strict. Et puis, dans l'éducation, vous inculquez toujours ce côté, comment dirais-je, coutumier aussi. On devait connaître ses origines. Et respecter les coutumes. Respecter les coutumes. C'est pourquoi papa m'envoyait chaque fois dans mon an en vacances. Voilà. C'était pour m'imprégner de la culture de chez lui.
Et votre père exerçait une activité ici? C'était des commerçants. Des commerçants. D'abord, d'ailleurs, en ce moment-là, la plus grande des petits commerces dans les quartiers, c'était les Angolais, les Togolais, les Sénégalais, les Nigérians. Et parce que le Congolais, bon, ne voulait pas des petits boulots comme ça. Le Congolais, c'était l'éducation, avoir un métier bien fait. Mais c'est intéressant ce que vous dites. Donc on est dans les années 50, dans votre temps d'enfance, et donc les petits commerces dans les quartiers, c'était pour les étrangers africains, en fait. Les Russes africains, on les appelait, si c'est pas sénégalais, c'était les popos ou les Nigériens. Les popos, ce sont les Béninois, Guinéens et Togolais, c'est ça. Alors c'est intéressant pour les gens qui nous suivent de se rendre compte que dans les quartiers populaires à l'époque, à Léopoldville, dans les années 50, il y avait déjà un brassage de population très important. Il n'y avait pas que les Angolais, il y avait les Togolais, les Béninois, les Guinéens, des Mauritaniens. Il y avait déjà un brassage et ça, on le sentait déjà. Oui, ça se sentait parce qu'il y avait aussi quelques mosquées dans la ville de Kinshasa. Et sur notre rue, il sauf qu'il y avait une mosquée là bien réputée, la mosquée de l'Issok. Mais alors, est-ce que, cher Samangwana, la couleur de la rumba qu'on a depuis des dizaines d'années, est-ce qu'elle vient pas aussi de ce mélange, de ce brassage de culture qu'il y avait à l'époque? Écoutez, la rumba a une très longue histoire. Pour moi, comment je vois la rumba? C'était d'abord des rythmes traditionnels congolais qui ont épousé le high life venant apporté par les marins nigérians et togolais et ghanéens, et parce que c'était le high life, c'était la musique des élites. Et on a vu se former à Kinshasa des groupes, c'était des fanfares, on appelait ça des bands. Alors, je me rappelle que dans la zone de Kinshasa, vers l'Itara, il y avait une band là-bas, créée par le vieux Tobias qui était togolais. Il fonctionnait dans une société anglo-saxon, quelque chose comme ça. Et voilà, il s'est créé. C'est là où a commencé la modernité de la musique congolaise. Parce qu'il y avait les rythmes traditionnels venant du fleuve, Congo, Kassai, Kwilu, Kwango, et tout ce mélange-là fait que la rumba, avec un petit métissage des rythmes plus modernes venant de l'étranger, a influencé beaucoup la Tout à fait. Quand est-ce que, dans cette enfance ou dans cette adolescence, vous commencez à être réellement attiré par la musique? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait d'une part une éducation très stricte, donc la volonté d'éduquer les enfants très très correctement. Est-ce que l'éducation musicale faisait partie de ça, ou est-ce que la musique, ça vient d'à l'extérieur? On avait une éducation musicale classique, mais quand on sortait des écoles, dans les grands carrefours, il y avait des haut-parleurs qui démarraient à 11h30 parce que tout Congolais devait écouter les informations à la radio. Alors comme tout le monde, toutes les familles n'avaient pas les moyens pour s'en procurer, alors on allait à côté des haut-parleurs. Belge a installé partout c'est des porte-voix, des lance-voix, voilà. C'était des radios, Radio Congo, voilà. C'est comme ça que j'ai commencé à écouter la musique telle qu'on la connaît, parce qu'à la maison c'était interdit. À la maison, pas de musique. De chantonner, même. On avait la musique à la radio, à la maison, mais on ne pouvait pas y prêter l'oreille, sinon papa sanctionnait. Rendez-vous compte, on se rend compte à quel point on a changé d'époque. Hein. Donc la musique était interdite à la maison, on ne pouvait, si on en écoutait, on devait pas s'arrêter ou danser un peu, non, ça c'était interdit. Mais alors, quand est-ce que vous comprenez que c'est ce que vous allez faire dans votre vie? Parce que est-ce que vous avez commencé par autre chose ou est-ce que très tôt ce virus de la musique vous a pris? À l'internat de Kassangoulou,
J'étais choriste dans une grande chorale. Et moi, j'étais à l'école primaire et comme j'avais une belle voix, on m'avait choisi pour chaque fois entonner les chansons dans une grande chorale des normaliens, de l'école normale, là-bas, où on formait les instituteurs. Tout à fait. Mais je n'avais pas en tête que je deviendrais un musicien un jour. Non. Mais à quel moment est-ce que ça vient, cette certitude que vous allez devenir musicien? Je n'avais pas la certitude. Non, c'est jamais venu. Alors que je suis allé chez Taboulé présenter quelques œuvres par plaisir, parce qu'on aimait bien l'Afrique en fiesta, et il me dirait, petit, ce n'est pas possible de ta vie, accepte. Nous, on a besoin de ce timbre de voix, et d'abord, tu auras un salaire que touche un directeur d'une société. Donc, ne rate pas cette étape. Là aussi, cher Samangwana, c'est très intéressant. Vous arrivez chez Taboulé, qui est le chef, c'était pas encore Afriza, c'était déjà l'African Fiesta. L'African Fiesta. Formé par le docteur Nico Louis. Docteur Nico, tout à fait. Roger Isaïe. Donc vous arrivez là, vous venez en tant que fan et vous venez faire écouter ce que vous faites, juste un peu pour vous amuser. Et vous trouvez un orchestre où l'un des associés de l'orchestre vous dit cher petit frère, viens chanter avec nous, et puis ton salaire sera le salaire d'un directeur d'une entreprise. Donc le salaire était à l'époque très intéressant quand on entrait dans la musique. Ah oui, parce que quand on a trouvé, en ce moment-là, tous les orchestres avaient des administrations, des structures. Il y avait Franco qui avait Panzabakita sur la rue d'Ima, et les Rochereaux, ils avaient un bureau quelque part, je ne me rappelle plus. C'était comme ça. Et là, on est en quelle année? En 63. Donc en 63, vous avez à peine 18 ans. Oui, à peu près. J'avais 17 ans et 9 mois. 17 ans et 9 mois. Et puis, donc, d'un côté, votre passion, d'un autre côté, le salaire. Donc là, vous vous posez plus de questions. Vous y allez franchement, tête baissée. Je me suis rebellé contre l'ordre familial. Ça a été difficile? Très difficile. Papa m'a fait arrêter par un commissaire. Je me rappelle, il y avait encore l'assistance belge dans la police congolaise. Donc, on est venu me ramasser chez quelqu'un où je me suis caché. On m'a amené au commissariat de Ndiringiri parce que j'habitais Ndiringiri. Et il y avait un commissaire donc, qui me dit écoute petit, tu veux devenir musicien mais c'est pas possible, tu es encore mineur. Et ton papa m'a dit de te prendre et demain il va revenir ici pour qu'on t'envoie à Luzumu, à l'école, une institution de redressement des mineurs, quelque chose comme ça. Parce que pour mon papa, c'était un sacrilège de son premier fils devenir musicien. Voilà. Donc c'était vraiment une vraie rébellion. On va s'arrêter à la rébellion. Cher Samangwana, j'ai une petite institution dans mon émission, c'est que je prends 1 minute ou 2 pour prendre un sujet d'actualité, je le croque. C'est ce qu'on appelle les éditos. Je fais mon petit édito et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. On est déjà à la moitié. Avez-vous remarqué les montagnes, que dis-je, de déchets qui s'accumulent et qui s'amoncellent à travers la ville de Kinshasa? Sinon, ça veut dire que c'est très inquiétant pour vous. La propreté, a dit un sage, est la première des politesses. Alors nous, Quinois, dans notre ensemble, sommes très impolis d'accueillir des visiteurs dans des conditions sanitaires pareilles. Alors bien sûr, nos propretés individuelles peuvent faire beaucoup. Mais que dire alors de la responsabilité de ceux qui sont censés gérer la cité? Et quand je parle de gestion de la cité, je parle là même de la définition de la politique, la définition première de la politique. Car en effet, faire de la politique avant de s'arranger avec les textes, les accords, les discussions, les compromis, c'est d'abord, avant tout, gérer efficacement une cité. Alors messieurs, au travail.
Cher Samangwana, de retour ici dans ce magnifique écrin du HQ qui nous accueille pour le tournage de notre émission. Merci, cher Mathieu. Après les éditos, je vous demanderai pas de réagir sur les éditos, c'est un sujet d'actualité qui n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on aborde ici. La rébellion contre l'ordre familial, contre le père qui ne voulait pas que vous embrassiez cette carrière de musicien. Rochereau, Tabouley, qui vous accueille dans son orchestre avec Docteur Nico, etc. Donc là, vous comprenez que votre carrière commence. Est-ce que vous vous doutiez déjà à l'époque qu'elle serait aussi longue, ou est-ce que vous aviez l'impression que c'était un passage qui allait vous emmener peut-être ailleurs Quel était votre état d'esprit jeune musicien à ce moment-là? Quand je me suis lancé, quand j'avais accepté, c'était parti. J'avais tout oublié. Mais une chose que j'avais demandé à Tabouley, mais Matiki va étudier. Il me dit, écoute, petit, cultive-toi. Lis beaucoup. Lis beaucoup, vois ce qui se passe autour de toi, et puis on est là pour te guider. Voilà. C'est comme ça que je suis devenu un fervent lecteur. Voilà. Curieux de tout. Ah oui. Cette époque, en ce moment d'ailleurs, il y a des gens comme Manu Dibango qui ont été des contemporains de cette époque. Dans les années 60, Manu Dibango a passé du temps ici. Il y avait beaucoup de brassage, comme vous nous l'avez raconté tout à l'heure. Est-ce que cette époque était riche dans le sens panafricain du terme? Est-ce qu'il y avait, vous voyagez beaucoup à travers l'Afrique? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'échanges à ce moment-là? Est-ce qu'il y avait beaucoup de musiciens étrangers qui prestaient dans ces orchestres? Ah oui, ici il y avait dans l'Oke Jazz, d'abord je dirais, et ça a commencé par l'African Jazz, par les éditions au Picard. Vous savez, l'histoire est tellement longue, plein d'anecdotes. Tout à fait. Isaac Mousekua, qui fut un grand saxophoniste, c'était le premier saxophoniste du Congo et du Rwanda, Burundi. Il est venu d'où? Il est venu du Zimbabwe. En ce moment-là, ça s'appelait Rhodésie du Nord. Et contacté, engagé par le producteur de la maison Opika, qui s'appelait M. Benatar, qui l'amène ici pour essayer de remonter un peu la qualité de la rumba congolaise. Et puis il y a eu M. Fut Hendrix, je crois c'est un Belge, qui a été engagé ici par la maison, le même producteur israélien ou grec, Benatar. Et c'est ça qui fait que les musiciens congolais ont commencé à beaucoup apprendre le jazz, beaucoup de musique, la musique classique. Et tout ça, ça fait évoluer la rumba. Remarquez comment est joué indépendant tcha-tcha. Indépendant tcha-tcha, il y a à peine un accompagnateur, un soliste, un bassiste, un percussionniste et calé. Vous voyez ce que 4 ou 5 musiciens remarquaient le son. Tout à fait. Donc les Tino Barroso avaient déjà une certaine formation de jazz, et comme il était cousin du docteur Nico, bon, ils se sont passés le message ici. D'abord, avant, pour être soliste d'un groupe, un bon guitariste côté, il fallait savoir jouer le jazz. C'est pourquoi ils étaient plus créatifs. Parce qu'ils embrassaient toutes les musiques. Et puis le jazz. Ça vient des écoles, parce que dans les écoles, on avait une certaine éducation musicale classique qui faisait que tout soit bien. Et puis le jazz, c'est aussi l'école de l'improvisation et de la recherche constante. On est plus ou moins à la moitié des années 60. Vous faites combien de temps avec Tabouley et Rochereau en tout? Bon, on est resté quelques mois. Après, je suis parti à Brazza. De Brazza, quand je suis venu voir la famille ici, ils se sont séparés avec le docteur Nico. Les deux m'ont sollicité. Alors j'ai choisi mon maître Rochereau. Voilà, c'est comme ça que je suis tombé encore dans la FISA de Tabouley, l'African Fiesta Nationale de Tabouley. Et de là, je quitte l'African Fiesta pour Bombenga,
après Bombenga, je suis encore revenu dans l'African Fiesta parce que l'État en ce moment-là avait exigé que je sois présent avec Rochero à Montréal, à l'exposition de Montréal. Donc c'était Olinga Te Owokeni, parce que Rochero avait dit écoute, moi le meilleur accompagnateur au chant, je veux Samba Ngwana. Mais il est dans l'Afrique, dans Vox Africa. Et donc presque Manu Militari, hein. Oui, on vous a exigé de... Je suis allé à l'aéroport avec le babouche et tout ça là. J'arrive à Bruxelles, l'attaché de l'ambassade, je ne sais pas qui, m'a amené le costume pour me mettre dans un autre avion en direction de Montréal. Voilà. C'est assez interpellant, en tout cas pour l'époque que nous vivons ici, quand vous nous racontez vos débuts et que vous expliquez que vous arrivez dans des orchestres qui sont très structurés à peine 18 ans, avec le salaire qui suit, des conditions correctes, et donc vous avez un encouragement direct à embrasser cette carrière. Or, tout à fait. Or, c'est plus qu'on observe aujourd'hui dans la musique congolaise. Les membres des orchestres sont souvent très mal payés. On les voit essayer de trouver des moyens divers et variés pour s'en sortir. Quand vous regardez ça, vous pensez qu'aujourd'hui on souffre dans la musique congolaise d'un certain manque d'organisation? Mais apparemment, je crois que la musique congolaise va très bien, et en les voyant sur scène, leur manière de s'exprimer, d'après les échos qu'on a, bon, tout va bien matériellement, mais les détails... Moi j'ai d'autres échos. Je ne vis pas sur place, mais je crois que tout va bien parce qu'à Paris, on se côtoie. J'ai jamais entendu parler de ça, bon, tout le monde va bien, compositeur, je ne sais pas, patron, ici, cela, mais apparemment tout va bien. Non, il y a quelques difficultés. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. C'est ça. Le problème ne manque pas, mais apparemment ça va. On est dans les années 60, on va arriver aux années 70. Comment est-ce que vous traversez cette décennie-là? Vous êtes ici ou vous êtes beaucoup plus à l'extérieur dans des tournées? Je suis plus à l'extérieur, et puis comme je suis un curieux de nature, je n'aime pas la monotonie, je n'aime pas rester sur place. Et ça m'a appris à connaître beaucoup de cultures à travers l'Afrique et le monde. Est-ce que très vite vous rendez compte lors de vos tournées de votre réussite discographique? Parce que on va pas énumérer le nombre de succès panafricains dans toute l'Afrique que vous avez pu produire. Est-ce que c'est arrivé assez vite ce succès intercontinental, ou est-ce que ça a pris un peu de temps? Non, ça a pris un peu de temps, J'ai appris aux côtés de Rochero, aux côtés de Calais, de Bombenga, de Papa Noël, de Franco. Et quand je suis sorti, avec ce rayonnement de la rumba congolaise, j'en ai ajouté quelques éléments pour essayer d'étendre le marché. Et voilà, je crois que c'est pourquoi le festival de la rumba et de l'élégance m'invite aujourd'hui, parce que je suis parmi les gens, parmi les arrière-gardes, les gardiens de la rumba congolaise en vie actuellement. Et je crois que le 30 juin, on va essayer de prouver au grand public congolais qui commence à douter de la grande rumba, mais la rumba est là, il suffit d'y mettre les conditions. Voilà. Tout à fait. Vous nous avez parlé de Rochero, que vous considérez comme votre maître, celui qui vous a fait débuter. Qui est mon maître, oui. Qui est votre maître. Parlez-nous de quelqu'un qu'on a un peu moins connu, en tout cas qui est décédé il y a beaucoup plus longtemps, c'est le Grand Calais. Quelle était votre relation avec lui et quelle personnalité avait-il? On garde l'image de quelqu'un de très, comment dirais-je, très droit, très cultivé, extrêmement intelligent. Est-ce que c'est l'image que vous aviez de lui quand vous le côtoyez? Oui,
c'était le modèle. Même Taboulay suivait le modèle Calais. Parce que le modèle Calais, être posé, voilà, être vraiment un artiste, pas parfait, mais correct. Voilà. Ça, c'est dû à l'éducation de base que vous avez tous reçue. L'éducation de base de papa et maman, et à l'école, il n'y avait pas de demi-mesure. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Parce qu'il y avait la chicote, il y avait les punitions. Est-ce que quand on dit que le Grand Calais, c'était le grand frère, et que Taboulay et Franco, parce qu'on n'a pas encore parlé de Luambo Makiadi, et que Taboulay et Franco, c'était les deux petits frères un peu plus modernes qui se dévergondaient un peu plus. Est-ce qu'on est dans le vrai? Parce qu'on voit qu'entre le Grand Calais et ces deux acolytes un peu plus jeunes, la musique a pris un virage un peu plus... je ne sais pas si je pourrais dire pop, mais décontracté. Ils se sont peut-être rapprochés de la jeunesse, non? Non, les époques passent. Vous n'allez pas me dire qu'on a les mêmes goûts de la moussaka ou de la moine ou des pépés soupes. Non, chacun a sa manière d'apprécier les choses. Avec cet écart de 5, 10 ou 8 ans qu'ils avaient, il y avait aussi... En plus, la mode aidant, bon, il fallait quand même changer, se moderniser, suivre le courant. Est-ce que vous voyez maintenant, vous croyez qu'un jour, vous allez me trouver avec un pantalon serré comme ça? Je suis obligé de m'y mettre parce que, bon, m'envoie sortir avec un pantalon où il y a 28 ou 30 cm. Oui, je ne sais pas si vous voyez, mais Boutassa, moi, on a le pantalon presque slim. Voilà. Alors, pour essayer d'aider les gens à se sentir bien, bon, je comprends, c'est la mode du numérique. Parce que quand on regarde les archives, on se rend compte de ce virage. Rochereau est sur scène, il a des vêtements en cuir, il a des chorégraphies beaucoup plus pop, à un moment donné. Donc, il fait rentrer la rumba et la musique congolaise dans une autre étape, voilà. Une autre époque. Et puis après suivront ses propres adeptes et vos propres adeptes à vous, qui rajouteront tout l'appareillage, le synthé. On en arrive à l'époque des Ménéas. Et ça continue parce que les choses changent toujours. On en est aujourd'hui à la rumba congolaise qu'on trouve sur le marché. C'est cette rumba-là plus sophistiquée, plus modernisée, plus stylée, mais la classique reste toujours inchangable. Parce que le pantalon a toujours 2 pieds et tout à fait. On peut pas inventer un pantalon avec 3 pieds. Voilà. Il faudrait s'en faire pousser un 3e. Voilà. Quand vous faites le tour de l'Afrique et le tour du monde, bon, je pense avoir la réponse dans ma tête, mais je vais quand même vous la poser. Quel est le morceau qu'on vous réclame le plus? Beaucoup. C'est pas Fati? Oui, actuellement. Fatimata. Mais quand je suis par exemple au Zimbabwe, en Tanzanie, à Montréal, on me réclame souvent félicité. Félicité, maman, c'est c'est magique tout ça là. Alors, pour vous dire que la rumba congolaise classique est toujours là. Et c'est une musique qui a fait connaître pas seulement le Congo, mais la région de l'Afrique. Mais est-ce qu'en tant que musicien, que chanteur, on se rend compte du privilège et de la rareté d'avoir des morceaux qui traversent 3, 4, bientôt même 5 décennies? Ces morceaux, on est né avec, et jusqu'à aujourd'hui, des gens qui sont d'ailleurs beaucoup plus âgés sont déjà nés avec, et jusqu'à aujourd'hui, vous continuez à capitaliser sur ce patrimoine. Est-ce que vous avez conscience de la richesse que c'est, ou bon, c'est votre vie et c'est normal après tout? Au départ, quand une œuvre est bien structurée, ça reste. C'est le travail que l'artiste met dessus et les collaborations. Et ça ne manque pas. Et la voix? Est-ce que c'est un travail quotidien? Est-ce que c'est un don? Est-ce que c'est un travail peut-être hebdomadaire? Comment on fait pour prendre soin d'une voix comme celle que vous avez? Ce
Ce que nous vendons sur disque, sur n'importe quel support, c'est des émotions. Nous vendons des émotions. Au départ, je suis émotionné parce que j'ai vécu tel moment, et maintenant c'est à celui qui va apprécier, qui va acheter l'œuvre, d'en jouir. Voilà. Nous sommes des émotionnels. Est-ce qu'on arrive encore, cher Samangwana, à être ému par ses propres œuvres après tant d'années? Oh non. Moi, je n'aime pas écouter ma musique. J'aime plutôt écouter les autres. Mais quand j'écoute la mienne, il y a toujours une erreur que j'avais fait quelque part. Ah, vous êtes perfect, ça vous dérange? Oui, ça me dérange. C'est pourquoi j'aime écouter les autres. Mais ça vous arrive pas d'être sur scène et d'être ramené à un souvenir par une chanson et vous-même d'être pris par votre propre émotion, non? C'est le public qui me le rappelle. Que Mangwana, ce que vous me donnez là, ça signifie ça. C'est là où je me rends compte que vraiment, ce que j'avais couché sur papier et ce que j'avais chanté avait un tel niveau d'accrocher. Voilà. Est-ce que l'ambiance panafricaine que vous avez connue à l'époque, au tout début des années 60, est-ce que vous la retrouvez encore aujourd'hui? Vous êtes toujours baigné dedans? Est-ce que vous sentez que cette ambiance-là a un peu disparu? Elle est différente, certes, mais est-ce qu'elle existe encore dans la musique, cette ambiance panafricaine, ces échanges? Oui, elle existe toujours parce qu'on en voit, il y a des brassages entre la jeune génération d'aujourd'hui avec d'autres régions de l'Afrique. Il y a des échanges, c'est des trucs qui ne sont pas officiels, mais ça, on le voit dans les télés, la manière de danser des jeunes actuellement, et c'est presque pareil ici, au Brésil, au Nigeria, où c'est devenu, là je parle de la globalisation. On ne peut plus parler d'un pays quand il s'agit de musique parce que les choses vont tellement très vite, et tout le monde est connecté. C'est la globalisation dans la musique, même dans l'amour, même la façon de se marier, de manger, l'hamburger, c'est la bouffe des jeunes maintenant. Tout à fait, partout. C'est partout. Mm-hmm. Voilà. Quel regard vous avez, quel regard vous posez sur la nouvelle génération de la rumba? Mais elle vit son temps, ça passera un jour, il y aura une autre génération. Mais pour le moment, j'en suis très fier parce que les jeunes évoluent. Mais il y a seulement un hic, trop de sexisme. On n'a pas besoin d'exhiber des filles dans ces postures-là pour vendre sa musique. La musique est déjà bien belle en elle-même. Il y a de belles mélodies. Les musiciens actuels n'ont pas besoin d'amener la pornographie sur scène. Mm-hmm. C'est trop sale, c'est trop immoral. Festival international de la rumba et de l'élégance du 30 juin au 1er juillet, place de la Gare, à l'hôtel Béatrice. J'en profite pour faire un petit coucou à Didier Ketty de l'agence Optimum, n'est-ce pas? Coucou à vous. En tout cas, moi j'y serai pour vous écouter, pour peut-être retrouver toutes ces ambiances, je vais pas dire de jeunesse, mais c'est d'enfance. Ce sont des morceaux qui nous ont accompagnés toute notre vie et qui continueront à accompagner nos enfants, j'en suis certain. Cher Samangwana, ça a été un immense honneur pour moi de vous recevoir, un plaisir que j'ai pas caché, pour beaucoup de raisons, et ça a été surtout un moment très précieux pour les gens qui nous écoutent, parce que se remémorer notre histoire et la parcourir avec quelqu'un qui l'a vécu, c'est un privilège qu'on a rarement, et on le goûte encore plus aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Samangwana. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Passez une excellente semaine et que votre soirée, votre week-end soit plein de bonnes surprises. Bye bye.